Beaucoup de gens ont entendu dire que lorsque les contradictions internes d'un pays ont atteint un point de non-retour, la meilleure solution est de déclencher une guerre extérieure. Mais avez-vous déjà réfléchi à la question de savoir pourquoi une guerre extérieure pourrait résoudre les contradictions internes, une idée plutôt romantique? En effet, lorsqu'un ennemi extérieur apparaît, le pays a tendance à s'unir automatiquement pour combattre cet ennemi. Cependant, nous devons comprendre que nous ne vivons pas dans un monde de contes de fées, comme il est dit dans Daming 1566. Le gouvernement n'est rien de plus que quelques palais et quelques maisons, et la nourriture doit toujours être partagée. Cette idée est manifestement déconnectée de la réalité. Et si la guerre peut résoudre les contradictions internes, je pense que nous devons revenir à la question que nous avons posée dans nos précédents épisodes. Supposons qu'à un moment de grande crise nationale, vous deviez choisir entre laisser les riches partager toutes leurs richesses avec les pauvres ou laisser les pauvres. Que choisiriez-vous? Pour la plupart des pays, les soi-disant contradictions internes sont en réalité des problèmes économiques, tels que la surproduction ou même un excès de chômage, entre autres. Cependant, une fois qu'une guerre extérieure est déclenchée, les chômeurs internes peuvent être transformés en soldats sur place, et les usines, pour soutenir l'effort de guerre, fonctionneront jour et nuit. Ceux qui ne sont pas transformés en soldats peuvent également trouver un emploi dans les usines et devenir ouvriers. Les jeunes officiers militaires agités peuvent aussi être envoyés au front. Le problème du chômage excessif et de la surproduction peut ainsi être résolu sur place. Beaucoup d'entre vous pourraient se dire à ce stade, Monsieur Dong, ce que vous dites est un peu trop cruel. On dirait que vous suggérez que la classe dirigeante choisit de sacrifier ces personnes pour résoudre les problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, car une fois que l'économie atteint un certain point, même sans incitation extérieure, les gens, ils aspireront également activement à la guerre. Comme le pense le marxisme, la société progresse à travers les contradictions, et là où il y a des contradictions, il y a des luttes. Résoudre les contradictions par la lutte pour faire avancer la société est une loi fondamentale du développement social. Et la seule chose que la classe dirigeante puisse décider dans tout ce processus est de savoir si elle doit déclencher ces luttes pour résoudre les contradictions à l'avance, les diriger vers l'extérieur ou les laisser s'accumuler lentement jusqu'à exploser en interne. Bien sûr, souvent, même la classe dirigeante n'a pas le choix. Nous avons déjà beaucoup parlé de Roosevelt et à partir de cet épisode, nous allons parler de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1938, après presque 6 ans de réformes aux États-Unis, Roosevelt a découvert un problème embarrassant, à savoir que peu importe comment il réformait, la crise économique intérieure n'était qu'atténuée et 2 ans plus tard, elle revenait en force. En 1938, le taux de chômage atteignait à nouveau le seuil dangereux de 20%. Cela signifiait que pendant ces 6 années, toutes les mesures avaient été essayées, mais en vain. De plus, il y avait une situation encore plus embarrassante. Roosevelt avait découvert une loi économique absurde, à savoir que s'il imposait des restrictions aux grands capitaux, ces derniers se retournaient pour exploiter. Les petites entreprises finissent mourir en premier, et après l'absorption des petites entreprises par les grands capitaux, ils deviennent des monopoles. Une entreprise monopolise un secteur, l'État ne peut plus laisser ces grandes entreprises faire faillite. Au final, après tous les efforts du gouvernement, il ne peut que soutenir ces entreprises car elles ont monopolisé le secteur et sont trop grandes pour échouer. Le gouvernement est donc contraint de fournir continuellement des fonds à ces entreprises monopolistiques pour éviter leur faillite, ce qui conduit finalement à la situation suivante. Si ces entreprises monopolistiques réalisent des bénéfices, alors ces profits reviennent aux entreprises oligopolistiques elles-mêmes. Cependant, dès qu'elles subissent des pertes, ces pertes doivent être supportées par les finances publiques et l'ensemble des citoyens. Ce phénomène est assez étrange. Pourrait-on dire que la réforme de Roosevelt était erronée? Eh bien, la logique n'était pas vraiment problématique, car Roosevelt voulait résoudre le problème des conditions des travailleurs. Si les travailleurs n'ont pas d'argent, le marché n'a pas de consommation. Cette logique est correcte. C'est pourquoi il a exigé que les entreprises versent des salaires plus élevés à ses travailleurs. Les petites entreprises ne peuvent pas payer plus et risquent de faire faillite. Les grands capitaux s'infiltrent. Il a donc ordonné que les impôts des riches soient portés à 60%, avec de bonnes intentions. Mais il y avait toujours un monopole industriel et la crise économique restait irrésolue. À ce moment-là, Roosevelt était à court de solutions. Le pays avait un revenu annuel limité, s'occuper d'un problème signifiait en négliger un autre. Mais alors que Roosevelt était dans une situation désespérée, l'Angleterre et la France ont signé l'accord de Munich avec l'Allemagne. Qu'est-ce que l'accord de Munich? Nous l'avons déjà expliqué lorsque nous avons parlé de Hitler, vous pouvez revoir ma vidéo sur Hitler. Les grandes puissances britanniques et françaises se sont unis pour vendre les petits pays à l'Allemagne, puis Hitler a déclaré que c'était sa dernière revendication territoriale dans le monde, annonçant qu'il ne ferait plus jamais la guerre. Ensuite, Chamberlain a brandi un morceau de papier en disant « Ah, nous avons apporté la paix pour une génération », c'était à peu près ça, mais tout le monde savait que Hitler était quelqu'un de peu fiable. Et plus tard, il avait toujours des revendications territoriales dans le monde. Très vite, Hitler a déchiré l'accord de Munich, déclarant que les Allemands devaient aspirer à plus de terres. À ce moment-là, tous les pays comprenaient qu'une nouvelle guerre se préparait. Et Roosevelt, à ce moment-là, a eu une
nouvelle idée. Eh bien, puisque la guerre allait éclater, les États-Unis pouvaient-ils résoudre leur crise intérieure en rejoignant la guerre? Eh bien, ils ont décidé de passer à l'action. Ainsi, Roosevelt a commencé à manœuvrer à l'intérieur du pays, mais après une série d'enquêtes, il a découvert que ce n'était pas possible. Les États-Unis ne pouvaient pas entrer en guerre. Après que Roosevelt ait proposé ce projet, tous ses conseillers militaires lui ont dit que ce n'était pas faisable. Tout d'abord, parce que les Européens, qu'il s'agisse des monarchistes en Espagne, des soviétiques du régime rouge ou des fascistes comme Hitler et Mussolini, ces pays étaient essentiellement des croyants guerriers, chacun ayant sa propre croyance. Ah, si une personne n'a pas de croyance, elle pourrait se rendre. Mais une fois qu'elle a une croyance, elle se battra jusqu'au dernier homme. Les États-Unis pourraient-ils vraiment gagner s'ils s'engageaient? De plus, les États-Unis n'ont pratiquement jamais mené de guerre sérieuse. Réfléchissez, depuis leur fondation, les guerres que les États-Unis ont gagnées, bien que les Américains disent eux-mêmes que c'était leur destinée manifeste et que chaque parcelle de terre a été conquise. Mais regardez leurs adversaires. Les Indiens, les Mexicains, étaient-ils vraiment civilisés? Quant aux Britanniques, à l'époque où vous vous battiez contre eux, quelle était la situation en Grande-Bretagne? Le seul adversaire un peu sérieux était les Canadiens. Vous ignorez, la Maison-Blanche a même été incendiée par les Canadiens. Quand Roosevelt a proposé de participer à la guerre, les conseillers ont dit que c'était impossible. Si vous insistez pour le faire et que vous êtes repoussé jusqu'à Washington, vous deviendrez beaucoup plus humble. Les amis étaient perplexes. Ce n'est pas vrai. Selon des documents, l'industrie américaine était puissante et s'il fallait se battre, il y avait de quoi. Si nous analysons les données, les États-Unis étaient bien placés pour la guerre. Ceux impliqués ne voient pas clairement, mais les observateurs extérieurs le font. Nous analysons cette période et pensons que les États-Unis étaient puissants. Mais pour les Américains, les États-Unis n'étaient pas capables de faire la guerre. En un mot, les Américains n'avaient aucune confiance en leur pays. Pour résumer l'attitude envers la guerre, allez-y Roosevelt, si tu veux faire la guerre, fais-la. Si la guerre éclate et que nous ne pouvons pas la gagner, alors la disparition de l'Amérique serait inévitable. À ce moment-là, nous ne ferions qu'accompagner Roosevelt dans sa folie. La pression était donc énorme, et Roosevelt savait certainement que cette guerre ne pouvait pas être menée. Puisque nous ne pouvions pas faire la guerre, pourquoi ne pas vendre des armes à d'autres pays en Amérique? Roosevelt y a réfléchi et a pensé que cela pourrait fonctionner. Il a donc entrepris de faire des recherches. Le résultat de ces recherches a été que les conseillers, comme lors de la précédente question de guerre, ont dit que cela ne pouvait pas être fait, car les États-Unis avaient toujours suivi une politique d'isolationnisme. Ainsi, les Américains adhéraient également à cette idée. À l'époque, les isolationnistes aux États-Unis avaient une théorie classique, à savoir que si vous vendez des armes à d'autres pays, ces pays deviendront inévitablement vos clients principaux. Si le client principal a des besoins, vous devrez certainement les satisfaire. Si vous procédez ainsi, un groupe d'intérêt centré sur le commerce des armes finira par émerger, et ce groupe servira les clients principaux d'autres pays, ce qui entraînera inévitablement l'exploitation des travailleurs nationaux. De plus, il fallait faire face à un autre problème, à savoir qu'à cette époque, Made in America était synonyme de produits de mauvaise qualité. Même si vous vous efforciez de gagner de l'argent, les vieilles aristocraties européennes ne reconnaîtraient toujours pas les États-Unis. À cette époque, toute l'Europe méprisait les États-Unis, affirmant que bien que l'industrie américaine soit très développée et produise de nombreux produits, ces produits étaient destinés aux pauvres, c'est-à-dire des produits bon marché et de mauvaise qualité. La véritable haute société ne s'intéressait pas aux produits fabriqués aux États-Unis. Bien, si vous, Roosevelt, voulez vendre ces armes, vous devez d'abord vous agenouiller devant eux et ensuite exploiter les travailleurs de votre propre pays. Pourquoi les ancêtres américains ont-ils quitté l'Europe pour l'Amérique? C'était pour rompre les liens avec l'Europe et établir un nouveau monde. Maintenant que le nouveau monde est établi, vous voulez retourner vous agenouiller devant les Européens. Vous, Roosevelt, trahissez vos ancêtres. Ceux qui partagent ces opinions isolationnistes se sont rassemblés sous la bannière des leaders isolationnistes William Borah et Robert Taft, attaquant férocement Roosevelt en le qualifiant de belliciste irresponsable. Roosevelt, déconcerté, voulait négocier, mais c'était si difficile. Si vous m'empêchez de m'agenouiller devant eux, je trouverai une autre solution. Les affaires avec l'Europe étant impossibles, ils regardent l'Asie. En 1937, les envahisseurs ont envahi, la Chine résistait au Japon. Les conservateurs américains interdisent les affaires avec l'Europe, donc je peux négocier avec le Japon ou la Chine. Alors Roosevelt s'est tourné vers le Japon. Alors, la Chine était trop pauvre pour acheter des produits américains. Quant au Japon, il avait besoin de ces produits, car son territoire était petit, donc il importait massivement du pétrole et de l'acier. Et les États-Unis, par chance, avaient une production suffisante de pétrole et d'acier. Alors, les deux parties ont commencé à faire des affaires. Annuellement, les États-Unis vendaient au Japon de grandes quantités de pétrole et d'acier, aidant ainsi le Japon dans sa guerre d'invasion contre la Chine. Mais cela n'a pas duré longtemps. Ah, les États-Unis ont découvert quelque chose. Les Japonais semblaient avoir un problème dans la tête, car non seulement ils utilisaient ces ressources pour envahir la Chine, mais pire encore, ils utilisaient les ressources vendues par les États-Unis pour contester la suprématie américaine dans le Pacifique. Je te vends des choses et ensuite tu les utilises contre moi. À l'époque, il y a eu un événement très célèbre où les Japonais ont coulé le navire américain USS Panay. Lorsque cette nouvelle est parvenue aux États-Unis, cela a provoqué une indignation générale. Le pétrole et l'acier du Japon achetés ici. Vous avez acheté
acheté et maintenant vous avez attaqué mon navire de guerre. Qui êtes-vous? Alors Roosevelt a exigé que le Japon présente des excuses et indemnise pour ce navire. Mais le Japon, dominant, n'a pas offert compensation ni excuse, ignorant les demandes des États-Unis. Roosevelt a commencé à considérer le Japon comme un pays très dangereux. En 1938, Hankou et Gwangju sont tombés sous l'invasion japonaise. À l'époque, une rumeur circulait à l'international, affirmant que le régime de Chiang Kai-shek s'effondrerait bientôt, remettant ainsi tout le pays au Japon. Cette nouvelle a fortement perturbé Roosevelt, car il avait déjà commencé à penser que le Japon était un pays irrationnel. La Chine n'avait pas encore capitulé, et pourtant le Japon utilisait déjà mes ressources pour me disputer le Pacifique. Si la Chine venait à capituler, alors le Japon s'efforcerait certainement encore plus de s'emparer de l'hégémonie du Pacifique. À ce moment-là, dans tous les aspects du Pacifique, les États-Unis ne pourraient que se retrouver à la table des enfants. Cela ne va pas, il faut trouver un moyen de résoudre ce problème. Ainsi, les États-Unis ont commencé à entrer en contact activement avec le gouvernement nationaliste. Et c'est à ce moment-là qu'un autre événement s'est produit. En octobre 1938, les autorités françaises ont approché Roosevelt. À l'époque, Hitler n'avait-il pas déjà déchiré l'accord de Munich? C'est pourquoi le premier ministre français, Édouard Daladier, a contacté Roosevelt. En octobre 1938, il a rencontré Roosevelt et lui a dit que si la France avait eu entre 3000 et 4000 avions à ce moment-là, l'accord de Munich n'aurait absolument pas eu lieu. Et maintenant, la France ne peut pas produire autant. Pour aider la France à résister à une attaque allemande, ils se préparent à acheter un lot d'avions aux États-Unis, ce qui a fait sourire Roosevelt. L'opposition ne voulait pas qu'il s'agenouille devant l'Europe, mais maintenant c'est différent, c'est l'Europe qui vient à lui, n'est-ce pas? À ce moment-là, Roosevelt était prêt à faire cette affaire, mais ensuite, après calcul, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il semble que la France n'ait pas encore remboursé l'argent qu'elle devait aux États-Unis depuis la Première Guerre mondiale. Et maintenant, vous venez me demander d'acheter des avions. Vous n'allez pas vous endetter, n'est-ce pas? Cette question a mis Roosevelt au courant et le Premier ministre français était aussi très embarrassé. À ce moment-là, notre gouvernement français n'avait vraiment pas d'argent, ce qui a laissé Roosevelt sans voix, se rendant compte que vous veniez profiter de moi gratuitement. Mais à ce moment-là, Roosevelt a eu une idée brillante. Oh d'accord, je sais que vous n'avez pas d'argent, mais il y a une autre façon de voir les choses, vous avez encore des terres, n'est-ce pas? Que va-t-il se passer ensuite? C'est le sujet du prochain épisode.